Je t'aime au-delà de la raison. Le souhait profond de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme, présentée par votre humble servante, Tiziana Boueli. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Sarah Acacia Sonavadou. Avec elle, nous aurons à parler de violences domestiques. Elle est avocate au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa, ancienne coordinatrice du département de droits de la femme et de l'enfant au sein d'une ONG, mais également activiste et défenseur des droits de la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame Tiziana. Comment allez-vous? Bien, merci et vous. Dieu fait grâce. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre plateau de Miroir de femmes. Le plaisir est partagé. Merci. Madame Sarah, quelle lecture faites-vous sur les violences domestiques? Alors, avant que nous ne puissions même aller loin sur la lecture qu'on peut faire sur les violences domestiques, ici, à mon humble avis, de pouvoir comprendre les concepts qui fait aujourd'hui le sujet du jour. Oui. En fait, on pourra même se poser la question de savoir c'est quoi les violences domestiques. Alors, c'est à ce niveau-là que je m'en vais nous dire qu'il faut retenir tout simplement à chaque fois que l'on va entendre parler des violences domestiques, on va retenir tout simplement que à chaque fois que nous retrouvons en présence, n'est-ce pas, d'une personne qui exerce ou veut, qui exerce ou encore menace d'exercer une violence, que ce soit physique, que ce soit psychique, ou que ce soit verbal, que ce soit sexuel, dans une relation familiale, dans une relation conjugale ou encore dans une relation maritale, on se retrouve face à une violence qu'on peut appeler domestique. Donc, dès lors qu'on se met d'accord sur le concept de violence domestique, alors on pourra même parler des caractéristiques des violences domestiques. Quelles sont les caractéristiques alors de ces violences domestiques? Les caractéristiques de cette violence-là, c'est que lorsque on est en présence d'une violence ou des violences domestiques, on a à première vue un lien émotionnel. C'est-à-dire quoi? On a en présence de nous une personne qui est un membre de la famille, qui peut être votre... dans le cadre de sous d'autres cieux, vous voyez, il y a beaucoup plus de gens qui vivent en cohabitation sans pour autant être mariés. Oui, union libre. Union libre. Si, à chaque fois que l'on a en face de vous une personne qui a une influence émotionnelle sur vous et qui veut exercer ou utiliser cette influence-là qu'il a sur vous pour pouvoir dominer sur vous, pour pouvoir exercer une force sur vous, on peut relever là les caractéristiques qui a trait au lien émotionnel. Mais aussi, lorsque on voit les violences domestiques, on peut aussi relever comme caractéristique le fait que ces violences-là, c'est commis, je pèse bien les mots, beaucoup plus lorsque l'on est dans la maison. Pourquoi la maison? Parce que la maison est censée être au fait un lieu de sûreté, un lieu de sécurité, où chaque personne, que ce soit une femme, un homme ou un enfant, est censé retrouver la paix. Mais à cause d'une raison ou d'une autre, on se trouve en train de subir une pression sur base des liens émotionnels qui nous lient. Alors on peut relever les caractères qui fait en sorte que ces violences-là se commettent beaucoup plus dans la maison. Mais également, ce sont des violences qui sont perpétrées avec le temps et qui prennent beaucoup plus d'ampleur. C'est-à-dire quoi? Ce sont des violences qui, au fur et à mesure, on est en train d'évoluer dans un lien ou dans une relation familiale,
lorsqu'il n'y a pas de solution, il y a une intensité ou encore il y a beaucoup plus de chances que cela puisse accroître ou encore, je dirais, prendre de l'ampleur. Ce sont certaines caractéristiques qu'on peut relever de part et d'autre comme ça pour que l'on sache que l'on se retrouve devant une violence ou des violences domestiques. Merci madame. Et par rapport à ça, quelle lecture faites-vous par rapport à ces phénomènes-là de violence domestique? Parce que c'est trop fréquent aujourd'hui dans notre société congolaise. Exactement. Avant d'abord de parler de société congolaise, je dirais même que ces phénomènes, parce que avant d'être d'abord c'est un fait social, je peux le dire comme ça. Voilà. Alors, avant de rentrer en RDC où nous sommes, je dirais même que ces phénomènes-là a été déjà retrouvés déjà depuis longtemps. Je dirais par exemple en 1999 où l'Assemblée générale des Nations Unies a relevé ces faits, a statué sur ces faits et la lecture qu'on peut faire de cette violence ou encore de ces phénomènes, c'est tout simplement qu'il y a d'abord, si on doit revenir en RDC où nous sommes, moi j'ai fait une lecture qui est caractérisée par la culture, allais-je dire, en fait. Ces phénomènes-là est réel. C'est vrai, des femmes plutôt, des enfants, même des hommes sont en train de subir des violences domestiques, mais parce que notre société est caractérisée par un certain silence. Je donnerai l'exemple par exemple de la femme. Dans la société africaine en général et dans la société congolaise en particulier, l'on ne sait pas si une femme est en train de subir ou elle est sujette des violences sexuelles. On n'accorde pas généralement à cette femme-là la chance ou encore l'occasion de pouvoir dire tout haut ce qu'elle est en train de vivre, de s'exprimer, sous prétexte qu'elle doit protéger son mariage, le mariage est sacré, patati patata. Eh bien, la lecture que moi j'ai fait personnellement face à ces phénomènes, je dirais, vous voyez madame, je donnerai l'exemple des périodes de confinement. Cette période est venue en fait mettre en exergue, voilà je dirais ça, mettre en exergue le fait que ces phénomènes existent bel et bien. Vous voyez, lorsque nous étions en temps normal, l'homme sortait, la femme sortait, les enfants allaient à l'école. Voilà. Mais maintenant, on s'est retrouvé face à une famille qui ne sait pas sortir, où on doit confronter les caractères chaque jour, les caractères des parents, les caractères des enfants. Ce qui fait que beaucoup de personnes, et je dirais même, il y a eu beaucoup de divorces en cette période de confinement. Pourquoi? Parce que on a vu maintenant ces phénomènes refaire surface. Donc c'est un phénomène, la seule lecture que je peux faire de ces phénomènes des violences sexuelles, des violences, allais-je dire, domestiques, c'est que c'est un phénomène réel, un phénomène social qui est réel, qui touche des vies et qui impacte beaucoup plus d'ailleurs sur la vie de la femme et de l'enfant. En tant qu'avocate, que dit la loi par rapport à ces phénomènes ou quelle est la contribution de l'État du droit par rapport à ces phénomènes? La loi dit quoi par rapport à ces phénomènes? Vous avez des articles qui suggèrent telle chose. Pouvez-vous éclairer à nos téléspectateurs? D'accord. Alors, il est vrai que de façon expresse, la loi ou le législateur n'a pas prévu une infraction qui s'appelle violence domestique. Mais j'aimerais rentrer dans la définition que j'ai donnée au début pour relever un fait, c'est que dans les violences domestiques, on trouve deux autres formes de violence. J'ai dit qu'à chaque fois qu'on se retrouve devant une personne qui exerce ou qui menace d'exercer une violence, que ce soit physique, que ce soit psychique ou encore sexuelle, verbale, dans une relation qui soit
conjugale, une relation familiale, une relation encore, je dirais, maritale, on se retrouve face à une violence domestique. Dès lors qu'on se fixe sur cette définition, on va relever des autres formes de violences à l'intérieur des violences domestiques. On peut parler des violences conjugales et on peut parler des violences sexuelles. Alors, le législateur n'a pas prévu, comme j'ai dit, une infraction appelée violence domestique. Mais le législateur a prévu un corpus de règles qu'on appelle des règles dans le code pénal, des règles sur les violences sexuelles, dans lequel on peut retrouver des traits caractéristiques, je pèse bien des mots, des traits caractéristiques aux violences domestiques. Je prends par exemple l'infraction relative aux violences sexuelles qui s'appelle les mariages forcés. Le mariage forcé est une infraction des violences sexuelles. Vous voyez, madame? Alors, les mariages forcés, c'est quoi? À chaque fois qu'une personne, une autorité parentale, père, mère, influencerait son enfant, que ce soit un enfant qui est mineur ou majeur, à épouser ou utiliserait son autorité parentale ou tutélaire pour pouvoir forcer une fille, forcer son enfant qui est mineur ou majeur à se marier, on se retrouve maintenant là face à un fait infractionnel. Vous voyez? Et là, lorsque nous rentrons dans la définition des violences domestiques, on comprend que cette infraction-là donne certains traits, n'est-ce pas, des violences domestiques. Vous voyez? Oui. Donc, pour être bref, le législateur n'a pas prévu une infraction qui s'appelle violence domestique. Mais lorsque nous faisons la lecture des infractions des violences sexuelles, par exemple, comme j'ai donné l'infraction des mariages forcés, on se retrouve face à une infraction qui nous donne trait, n'est-ce pas, aux violences domestiques. Madame Sarah Akassia, d'après vous, quelle doit être la contribution de l'État par rapport à ces phénomènes de violence domestique? La seule contribution que moi je peux suggérer à l'État, c'est de prévoir de manière très claire. Vous voyez, dès lors qu'un fait, un phénomène reste un fait social, on ne sait pas sanctionner. En droit, on dit, la loi n'est pas la morale. Bien que pour pouvoir légiférer une règle juridique, on se réfère à la société dans laquelle la loi est appliquée. Ça, c'est une évidence. Cependant, ce que je suggérerais, parce que ces phénomènes, on a dit, est réel, et les femmes, les enfants, même les hommes sont en train d'en pâtir, je suggère à ce que l'État puisse mettre en exergue une règle très claire qui parle des violences domestiques. Voilà ce que je peux suggérer à l'État. Parce que jusque-là, il n'y a pas une règle qui, n'est-ce pas, réprimande de façon claire ces phénomènes. Alors que c'est un phénomène qui existe et les familles sont en train de se déchirer. Il y a des divorces par-ci, par-là à cause du non-respect du non-respect, je dirais, des relations familiales, des relations entre mari et femme, et même des relations entre parents et enfants. Parce que, vous savez, madame, en ce qui concerne les violences domestiques, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas qu'un homme qui exerce là sur sa femme, ou une femme sur son homme, selon les cas, mais il y a aussi des parents qui exercent cette violence-là face aux enfants. Donc, il doit y avoir, même dans la loi, je prendrais par exemple l'article 17 de la loi portant protection de l'enfant, qui dit que, je paraphrase, un enfant a droit à un milieu familial qui lui sert, n'est-ce pas, je dirais, qui lui sert d'un lieu où il peut s'épanouir. C'est un droit pour un enfant. Et dès lors qu'on se trouve dans un milieu familial où la paix ne règne pas, où il y a de violence, vous voyez, le droit de cet enfant-là est violé. Vous voyez, il y a de l'empiètement même dans les droits de l'enfant et les droits de la femme. Mais on ne sait pas, on n'a pas un soubassement juridique
qui peut permettre à ce que l'on puisse brandir et réclamer ses droits. Voilà un peu ce que je peux suggérer à l'État, de légiférer de façon très claire ces phénomènes. Merci madame. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. D'après vous, pouvez-vous éclairer, soit montrer ou démontrer à beaucoup de femmes qui nous suivent quelques droits? Ok. Alors, démontrer, allant dans le sens de dire, voilà les femmes, voici votre droit, ça sera un peu difficile, ça nous prendra du temps. Mais moi, ce que je vais suggérer à la femme en général et à la femme congolaise en particulier, c'est que la femme puisse s'intéresser aux questions qui tournent autour d'elle-même. Je vais dire mieux. C'est que j'ai trouvé dans le milieu de la femme un certain désintéressement. La femme elle-même sabote des questions qui tournent autour de son propre intérêt. Elle doit de plus en plus aujourd'hui s'intéresser aux questions qui intéressent en fait son intérêt. Permettez-moi la redondance. La femme, elle est tellement dans beaucoup de choses, mais elle n'est pas dans ce qui la concerne. Ce que je vais suggérer à la femme, c'est de s'instruire aussi. La femme doit s'instruire. La femme doit connaître ses limites, elle doit connaître ses devoirs, elle doit connaître ses obligations aussi. Parce que vous savez, oui, parce que vous savez, madame, aujourd'hui on nous crie droit de la femme, droit de la femme. Oui, c'est très bien, c'est beau, mais nous devons vivre dans une société équilibrée. Moi, l'activisme que je fais tourne autour d'une société équilibrée. Je prends des valeurs d'une société équilibrée où la femme reste à sa place et l'homme reste à sa place tout en connaissant ses droits, ses devoirs et ses limites. C'est tout simplement ce que je peux dire à la femme. Parce que si je me mets aujourd'hui à dire, voilà, la femme a droit à telle chose, la femme a droit à telle chose, c'est bien beau. Mais ça ne va pas aider beaucoup de femmes. Parce que plusieurs femmes aujourd'hui sont en train d'utiliser le fait qu'elles aient droit à ça, pour pouvoir renverser l'autorité de l'homme. Ce n'est pas ça, au fait, la société dans laquelle nous devons prôner. Nous devons prôner une société équilibrée. Et donc, la femme doit s'instruire, la femme doit connaître ses devoirs, la femme doit connaître ses droits et la femme doit connaître ses limites. Merci beaucoup, madame. Madame Sarah Kassia, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser l'activisme? Voilà, c'est justement ce que je viens de développer. Ce qui m'a poussé à embrasser l'activisme, c'est que j'ai vu au milieu des femmes, j'ai vu autour de moi plusieurs femmes qui subissaient au fait des choses. Telles que? Dans la famille, au quartier, dans le milieu, au fait, même à l'université. Je vous donnerai un exemple. Voilà. Et une fois on se retrouve à l'auditoire, le professeur pose une question et plusieurs femmes étaient réticentes. C'est pas parce qu'elles n'étaient pas intelligentes. Non, non. C'est parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur. Elles avaient tellement peur de prendre la parole en public. Et ça a fait comme ça 1, 2 fois ou 4 fois que j'ai prenais mon courage avec moi, où j'ai répondu. Et à la fin, beaucoup de femmes venaient. Ah non, tu as bien parlé. Ah non, il fallait... Mais je me demande pourquoi elles n'ont pas pris le même courage que moi. Donc, ce sont des choses comme ça, de façon isolée, qui m'ont poussé, n'est-ce pas, à embrasser l'activisme, à dire à la femme ce qu'elle n'arrive pas à dire tout haut, en fait, à prendre tout ce que les femmes se disent tout bas et les ramener tout haut. C'est ce qui m'a poussé. Et aussi, prôner les valeurs, comme j'ai dit tantôt, des valeurs d'une société équilibrée, tout simplement. Parce que je me souviens encore une fois, c'était un certain 8 mars, un professeur est entré dans notre auditoire et a posé une question sur la parité. Madame, plusieurs femmes se sont levées, ont donné leur point de vue sur la parité. Et à leur grand étonnement, moi, mon point de vue était complètement différent. Différent de leur point de vue. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit que la femme n'a pas à courir derrière la parité si elle sait se mettre à sa place et travailler.
on reconnaîtra toujours son travail. Dites-moi aujourd'hui, Madame Tiziana, vous êtes en train de travailler d'arrache-pied pour faire votre image. Et un jour, l'on arrive à découvrir votre savoir-faire. Quel est cet homme-là qui va vous empêcher d'atteindre les sommets? Il faut mériter la chose. Voilà. J'ai vu des femmes de mon auditoire courir derrière des professionnels pour avoir des points. Et cette même femme-là va crier à la télé parité. Non, c'est quand même absurde. Voilà des points comme ça, de façon isolée, qui m'ont poussé à prendre ces chemins-là d'activisme. Parlez-nous, Madame, parlez-nous du Consortium national de jeunes femmes leaders. C'est quoi en fait le consortium en question? Alors, le consortium de jeunes femmes leaders a vu des jours, allais-je dire, justement pour promouvoir la femme. Vous savez, madame, aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui parlent de la femme. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs ONG qui parlent de la femme, les femmes de ceci, les femmes de cela. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas rassembler nos voix? Pourquoi ne pas mettre nos moyens ensemble pour pouvoir porter la voix de la femme, je dirais, faire d'une seule voix, en fait. Voilà la raison d'être du Consortium national des jeunes femmes leaders. Il regorge à son sein différentes associations, différentes ONG, différentes structures qui prennent sur les droits de la femme aussi, n'est-ce pas, pour ramener la femme, voilà, ramener la femme sur des instances décisionnelles. Parce que lorsqu'on parle des droits de la femme, certaines femmes se disent, ah, nous on s'arrête seulement à ça, nous on s'arrête seulement à la télé. Mais on s'est dit au consortium, nous allons atteindre les instances décisionnelles justement pour pouvoir exercer ou encore amener en bien notre combat. Voilà la raison d'être même du Consortium national des jeunes femmes leaders. Madame Sarah Acacia, en tant que femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle, du côté avocate, du côté ONG, du côté activisme ou défenseur des droits de la femme? Alors, Madame Tiziana, les difficultés ont été, ne sont pas à démontrer en fait, je dirais. Ouais, parce que dès lorsque j'ai embrassé, je dirais, cette profession, la première difficulté, c'est que je me suis retrouvée dans un milieu professionnel, excusez-moi, où j'étais la seule femme. Dans le premier cabinet où j'ai évolué, j'étais l'unique femme. Les secrétaires, les confrères étaient des hommes. Alors, les premiers challenges étaient que l'on comprenne que... vous êtes une tête bien faite. Voilà. Non seulement une tête bien faite, il a fallu que je puisse démontrer, ce que vous êtes. Voilà, mon savoir-faire. Oui. Il a fallu que je ne puisse pas me dire, voilà, moi je suis une femme. Et donc chaque jour, j'ai quitté la maison pour le cabinet en me disant que je vais faire une chose nouvelle. Chaque jour, c'était un challenge pour moi. Et ça l'est jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quand on se retrouve face à des hommes, surtout qui savent, hein, et qui sont talentueux. Moi, j'ai travaillé avec des gens ou je travaille encore jusqu'à aujourd'hui avec des hommes qui sont talentueux. Et comme on dit dans notre profession, que la toge n'a pas de sexe. Oui, oui. La toge n'a pas de sexe. Je ne devais pas être là, oh voilà, moi je suis une femme. Quand il a fallu plaider, il fallait plaider. Quand il faut rédiger une note de plaidoirie, vous devez le faire. C'est votre tête qui doit travailler chaque jour. Ah, donc, c'était un challenge. Je devais travailler pour faire une place. Pour me faire une place, en fait. Et dans l'activisme, c'est que, vous voyez, quand on est en RDC, hein, madame, c'est pas toujours aisé de rencontrer des personnes qui croient en vous, à première vue. C'est pas toujours aisé de rencontrer des personnes, des partenaires qui savent vous tenir la main. Parfois, ils vous étouffent. Voilà, parfois, ils vous étouffent, surtout dans le milieu de la femme. La femme n'aime pas la femme. Oui.
J'ai toujours Il y l'habitude a un de dire combat ça. qui est là-bas. Inutile. Oui, oui. J'ai commencé à dire ça depuis longtemps, en fait, avant même que je n'entre dans l'activisme. En fait, dans mon parcours, j'ai encadré les sœurs dans mon église où j'étais. Et j'ai découvert avec beaucoup de surprises que la femme, elle est prête à étouffer la femme. Ce n'est pas les hommes qui étouffent la femme, c'est la femme qui Elle-même. étouffe. Voilà, elle s'étouffe entre elles. Il y a une forme de rivalité sans nom, une forme de rivalité qui n'a pas de sens entre les femmes. Alors ça, c'était aussi, ou c'est une difficulté, allais-je dire, que j'ai rencontrée dans mon domaine, étant qu'avocate, étant qu'activiste, et je le rencontre jusqu'aujourd'hui. Pour une petite histoire, j'ai fait l'objet je dirais d'empiètement. J'ai été sujette à des empiètements par des femmes, où une femme a voulu prendre ta place. Par jalousie. J'évite d'utiliser les termes jalousie, c'est trop fort pour moi. Par envie, par souci d'être à ta place. Vous voyez, ça ce sont des choses que l'on rencontre. Mais on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Donc c'est comme Continue ça. la marche. On continue sa marche et on s'est dit, on est focalisé, on est focusé, on est objectif. On veut atteindre un certain point. On ne regarde pas tout ce qui est à gauche ni à droite. On regarde devant. Donc c'est un peu ça, des difficultés. Il y en a plein, madame, il y en a plein. On ne va pas finir l'émission avec ça. D'accord, madame. Parlez-nous de vos perspectives d'avenir, madame. Alors, mes perspectives d'avenir. J'en ai toute une liste. Énorme. J'en ai toute une liste, mais déjà, je ne pense pas m'arrêter à ma profession d'avocate. Je pense un jour atteindre le conseil de l'ordre. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qui m'a poussé à avoir cette perspective? Un jour, je suis entrée au conseil de l'ordre alors que je devais prêter serment. Je regarde dans la salle des juges ou dans la salle des réunions où on a placardé des photos de chaque personne qui a exercé comme étant bâtonnier. Je n'ai pas vu les visages d'une femme. Ça m'a laissé désirer. J'étais estomaquée, j'étais étonnée. Je me suis dit, de toutes les femmes que je connaisse, talentueuses, Je dois me révolter. il y a eu personne qui a aspiré. Ce n'est pas les femmes qui manquent au conseil de l'ordre. Non, non. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y en a jamais eu. Mais moi, c'est ce que je vise, en fait. C'est très bien. Pour vous dire seulement ça. Mais il y a beaucoup, par exemple, dans l'activisme. Vous pensez aussi créer votre propre ONG? Exactement, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Je compte d'ici 2021, si Dieu nous prête vie, mettre en place une ONG qui... Vous avez le financement, madame? Bon, les financements, vous voyez, je pense que les financements viennent. Merci, madame. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Dites un mot à toutes les femmes qui nous suivent, qui vous suivent particulièrement. J'aimerais bien que ça soit en lingala. On a koyebisa na basi nyonso, basi lokola nga, ba jeune dame, que ce soit ba o baza marié, o baza marié. Congo ya lobi ezozela biso. Congo ya lobi ezozela biso, ezozela mwasi atelema. Je n'ai toujours pas été d'accord avec ceux qui pensent que la femme était un être faible. Pour Nangai, moi si aza makasi en fait. C'est la force. Alors, tout élément, basi à Congo, au Congo et fait bonga. Merci beaucoup, madame, pour votre message. Je pense bien que toutes les femmes ont eu à suivre ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Miroir de femmes, qui a reçu pour vous aujourd'hui madame Sarah Akasia Nsona. Avec elle, on a eu à parler sur les violences domestiques. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny pour suivre l'intégralité de votre émission. Veuillez vous abonner massivement.
Pour plus de contacts, pour vos conseils et suggestions, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. Big salutations à ma maman chérie, Marie-Pauline Gotumbe, à ma grande sœur chérie, Gloria Mazita, en direct de Paris, et à tout le monde qui nous ont suivis, sans oublier à ma collaboratrice principale, Madame Dorcas Faïfaï, que je salue en passant. Restez branchés sur nos antennes. À très bientôt. Bye. Pour les... Comme un trésor dans ton sein, tu m'as donné la vie. Je t'aime au-delà de la raison. Les souhaits profonds de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour.